rwandaise. L'heure est arrivée pour la grande édition du journal en langue française. À la présentation, j'y suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres. Certains participants à la conférence sur la préservation de l'environnement qui se tient à Kigali depuis quelques jours devront visiter les parcs nationaux et d'autres réserves afin d'acquérir les connaissances et surtout l'expérience du Rwanda dans la gestion des parcs à l'aide de nouvelles technologies. Et puis, les experts dans le domaine de l'éducation et du développement estiment que les pays africains doivent encourager davantage l'éducation de la jeune fille. En dehors de nos frontières, nous allons nous rendre en Algérie pour voir les dégâts collatéraux que causent notamment les incendies. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que les experts dans le domaine de l'éducation et du développement estiment que les pays africains doivent conjuguer davantage d'efforts, notamment pour ce qui est de l'éducation de la jeune fille. Celle-ci doit être dotée des dernières technologies, notamment dans l'éducation, afin de rendre les jeunes filles compétentes et innovatrices sur le marché du travail. Les détails ici, c'est avec notre confrère Jean-Damascène Manchimre. Depuis 2020, le docteur Marie-Solange Ouineza possède une entreprise de production des cosmétiques à base des extraits de plantes pour la peau des cheveux et contre les maladies de la peau. Cette réalisation est le résultat des études scientifiques qu'il a faites. Il indique avoir embrassé cette filière malgré l'opposition de certains gens, mais encouragé tout de même par la politique nationale d'éducation pour tous, qui promeut en particulier l'éducation de la jeune fille. Évidemment, il y a eu des découragements parce qu'on disait que les filles ne sont pas capables de faire les maths, la chimie, mais parce qu'il y avait la politique du pays à encourager la gente féminine à faire les sciences. Donc j'ai été encouragée par cette politique-là et comme j'avais été parmi les meilleures dans ma promotion, donc j'ai eu les bonnes notes pour entrer dans les sections de sciences. Et je m'en suis bien sortie, même jusqu'à l'université, jusqu'au doctorat. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien parce que maintenant, ce que je fais, c'est à partir des études que j'ai faites en sciences. Ce témoignage du docteur Marie-Solange est partagé par une jeune fille, Ange Iséré, qui a su apporter une réponse aux défis qu'elle éprouvait avec ses collègues. Il a développé une petite entreprise pour le soin des cheveux avec 10 employés rémunérés, initiative qui lui est venue pendant le confinement consécutif à la pandémie de Covid-19. Cependant, les analystes estiment qu'il ne suffit pas d'éduquer les jeunes filles, mais qu'il faut en plus de les amener à se créer de l'emploi et surtout de les accompagner pour que les emplois créés soient durables. Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation qui doit être accentué au niveau des familles, au niveau de tout ce qui est partenaire pour la formation de manière générale. Et pour le maintien, je pense qu'on doit accentuer également la sensibilisation. Parce que quand on commence quand même, on peut, s'il y a des mécanismes d'appui, parce qu'il y a des familles pauvres, s'il y a des politiques de soutien à la formation, certaines filles ne vont pas abandonner parce qu'elles sont pauvres. Elles vont aller jusqu'au bout. Maintenant, après la formation, il faut travailler, il faut espérer travailler. Et l'idée que nous avons développée par le président, c'est de dire l'emploi de demain n'existe pas. Il faut le créer. Donc, c'est de promouvoir l'auto-emploi auprès des jeunes. Promouvoir, et non seulement promouvoir, mais accompagner l'insertion des jeunes à travers des appuis à la maturation des projets, pour qu'on ait des projets matures, parce qu'il est constaté que beaucoup d'entreprises que les jeunes créent meurent après 2 ans. Il est vraiment question de maturer, d'aider les jeunes à bien maturer leurs projets et également de les accompagner à dénicher des subventions ou des financements innovants. Parce que très souvent, on parle toujours de question de financement, mais quand le projet est bien monté, les financements ne manquent pas. Même sentiment chez Aimé Tsenou du Togo,
qui est d'avis que les familles doivent être à même non seulement d'encourager les jeunes filles à faire des études, mais surtout de les poursuivre jusqu'au bout en vue des lendemains meilleurs. Donc, pour atteindre la transformation, je pense, de l'éducation, il faut penser différemment. Comme le disait son Excellence Paul Kagame la semaine dernière, lors de la cérémonie d'ouverture de Women Deliver. Donc, il faut faire les choses différemment. Il faut se donner le défi de faire les choses différemment. Puis, il faut le faire avec un sentiment d'urgence. Donc, pas attendre, parce qu'on sait qu'au rythme actuel, l'égalité, ça va prendre beaucoup d'années pour l'atteindre. Donc, je pense que j'encouragerais tout le monde à se tenir debout pour l'égalité puis à réinventer l'éducation. Penser autrement l'éducation est l'une des principales préoccupations du programme clé développé par le gouvernement canadien dans 6 pays africains, à savoir le Rwanda, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Sénégal et la Guinée. Ceux qui suivent de près cette campagne estiment que l'Afrique n'a pas de choix sinon investir dans l'éducation pour la transformation. On parlera d'accès. Aujourd'hui, le problème se pose plutôt et beaucoup plus sur la question de la rétention. Dans la plupart de nos pays et surtout au Togo, l'éducation primaire est accessible à tous ceux qui le veulent, l'éducation primaire publique. Mais on se rend compte qu'on rentre tous ensemble au début de la scolarité, mais à la fin, il y a plusieurs femmes qui ne sont plus dans le circuit. Donc comment maintenir ces filles-là, ces jeunes filles, comment leur donner cette envie de rester jusqu'au bout et comment enlever toutes les barrières qui peuvent être culturelles, qui peuvent être sociales, qui les empêchent justement de pouvoir rester dans le système éducatif jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en pleine évolution et quand on parle d'éducation, il ne s'agit pas forcément seulement de l'éducation classique qu'on connaisse, mais on ne peut pas évoluer dans ce monde-là si on n'arrive pas à donner à chacun, à chacune les chances qu'il faut. Et ce problème commun-là, c'est de se rassurer que l'éducation de la jeune fille fait partie des priorités. Pas seulement dans les politiques, mais aussi exactement dans l'exécution de ces politiques-là. Parce qu'une chose est de dire qu'on veut arriver à une certaine égalité, une certaine équité, mais une chose est de mettre les structures en place et les accompagnements qui permettent à la jeune fille de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se maintenir et à la fin de son cursus, de pouvoir avoir des postes qui leur permettent au moment de pouvoir assurer et garantir leur vie. Ces thématiques relatives au développement du genre préoccupent les participants à la rencontre annuelle du programme dénommé Compétences et Leadership Éducation, financé par le gouvernement canadien et opérationnel dans 6 pays africains dont le Rwanda. Une rencontre qui se poursuit toute la semaine au Rwanda. Jean Damascène Manishimwe pour la TV rwandaise. Merci beaucoup à Jean Damascène Manishimwe. Pendant ce temps, on doit changer de chapitre pour parler de l'environnement et de la protection avec des experts et participants à la conférence internationale sur la préservation qui se tient à Kigali depuis quelques jours maintenant. Certains d'entre eux disent qu'ils vont visiter certains endroits, notamment les parcs nationaux et d'autres réserves afin d'acquérir l'expérience et surtout des connaissances de la politique du Rwanda dans ce domaine afin que ces expériences puissent bénéficier à d'autres, notamment des expériences marquées par l'utilisation de nouvelles technologies afin de rendre possible ces politiques. Les détails, c'est avec Kassim Youssouf. Certains écologistes qui participent à cette conférence disent que l'une des raisons de leur présence au Rwanda est de visiter les parcs nationaux pour acquérir plus de connaissances qui vont les aider dans leur travail quotidien. En fait, moi, je suis parti à Kagera et la seconde visite d'ici la fin de la conférence, je vais partir à Ningwe. À Ningwe, oui. Où j'ai aussi à visiter. Non, à Ningwe. Ouais, comme je l'ai su dire tout à l'heure, je suis venu partager mes expériences avec tous les parcs, African Park du Rwanda. C'est pourquoi j'ai été à Kagera et la prochaine fois je serai à Ningwe pour pouvoir partager les expériences avec les autres de là-bas, voir comment ça fonctionne parce que c'est au niveau de Ningwe, c'est un écosystème forestier, donc nous partageons les mêmes écosystèmes. Et, une partie de Shenko est constituée d'écosystèmes forestiers
Et j'espère que ma visite là-bas à Nungwe va m'apporter plus dans le monde de la conservation. Moi j'ai déjà prévu, donc après la conférence je vais à la Kagera. Bon, c'est facile pour moi parce que c'est un des parcs gérés par African Parks. Donc voilà, je vais passer 5 jours là-bas, bon, pour découvrir la beauté du site, mais aussi pour travailler avec mes collègues, notamment sur le suivi qui réalise des rhinocéros, puisque à Zakouma, au Tchad, il va y avoir aussi des réintroductions de rhinocéros et on va s'inspirer du travail qui est fait à la Kagera pour faire les choses bien aussi à Zakouma. La 31e édition de cette conférence sur l'environnement se focalise notamment sur la cohabitation des animaux des réserves naturelles du pays avec les citoyens de leurs environs, surtout qu'il a été démontré que lorsqu'ils comprennent bien l'importance de ces espaces protégés, les revenus qu'ils génèrent augmentent. Well, in Uganda, it's also not difficult and not different from any other parks because il n'y a pas de particularité en Ouganda parce que nous avons aussi des espaces protégés qui renferment la biodiversité et dans certains endroits, on trouve des familles humaines qui cohabitent avec ces animaux. Vous comprenez que les défis sont communs pour différents pays. L'essentiel, c'est la collaboration et la coopération des pays. Personne ne doit croire que seulement ce qu'il fait est suffisant. Ideas and let's incorporate each other's ideas into practice. Let's not have only paperwork, but let's do real work. Ceux qui travaillent dans les parcs au Rwanda indiquent également que l'une des raisons qui permet l'augmentation des revenus provenant de ces parcs, c'est leur gestion à l'aide de la technologie. Nous nous servons de la technologie pour épauler d'autres efforts de conservation en informant les gens sur l'état d'avancement des choses, voir ce qui doit être fait pour que les choses accélèrent, qu'est-ce qui n'est pas bien fait. Toutes ces informations sont utilisées pour aider les dirigeants à prendre des décisions basées sur des preuves. La ministre de l'Environnement, le docteur Mujawa Maria Jeanne d'Arc, indique que le Rwanda a débuté un programme durable de protection des espèces vivantes présentes dans les espaces protégés, tout en prenant en considération le rôle des personnes vivant aux alentours. Que cela soit bien compris que nous commençons par accorder un habitat décent à ceux qui vivent aux environs des volcans pour les déplacer des zones à risque près des volcans et ainsi élargir le milieu de vie des gorilles. Accorder aux gens un habitat décent, réhabiliter les zones endommagées, niveler le sol détruit par l'érosion et mettre en place des terrasses à l'ouest du pays. Les participants à cette conférence sur l'environnement vont par ailleurs échanger sur la vision du monde d'avoir un espace protégé équivalent à 30% de la superficie restant pas plus tard que 2030. Merci beaucoup à Kassim Youssouf à ce propos dans ce studio. J'ai l'honneur d'accueillir la directrice générale en charge de l'environnement et du changement climatique. C'est au ministère de l'Environnement, Madame Béatrice. Bienvenue dans notre studio. Merci. Voilà, Madame, déjà, on doit parler de cette conférence internationale, le Rwanda. Combien c'est si important pour le pays déjà d'accueillir un tel événement? C'est très important pour le gouvernement du Rwanda d'accueillir un tel important congrès ici au Rwanda. D'abord, c'est un congrès qui rassemble les scientifiques de partout le monde. C'est un congrès qui rassemble plus de 1200 personnes qui viennent ici au Rwanda. Et pour nous, ce que nous tirons comme intérêt, surtout, c'est la participation de ces gens-là, la collaboration avec tous ces gens-là, parce que c'est un monde de la diversité scientifique. Il y a des académiciens, il y a des gens de la technologie, il y a aussi des ONG. Donc, c'est pour nous un grand honneur de les accueillir comme pays. Et nous avons non seulement cette collaboration, mais aussi les recherches en conjoint avec nos propres scientifiques rwandais,
Mais aussi, le Rwanda en profite pour la visite du pays. Voyez-vous, s'il y a plus de 1200 personnes qui viennent dans le pays, ça veut dire qu'il y a quand même un part de l'économie qui se tient au pays et qui, eux aussi, peuvent visiter différentes places. Voilà, c'est très important, mais nous, on va rester dans le domaine déjà de l'environnement et particulièrement dans la conservation. Déjà, vous parlez des scientifiques et d'autres partenaires qui font partie de ce congrès. Est-ce qu'on doit dire qu'aujourd'hui, l'environnement, bien sûr aussi la conservation qui fait partie de l'environnement, c'est un challenge qui requiert des études, des connaissances nouvelles au jour le jour. C'est si important que les pays s'investissent davantage dans ce domaine? C'est très important que les pays investissent dans ce domaine. Voyez-vous, les études montrent que si rien ne se fait au niveau politique, on va perdre la biodiversité biologique et la flore comme la faune et même leur écosystème. D'ici 2030, si on ne fait rien, on va perdre vraiment beaucoup d'espèces. Et déjà, il y a des espèces qui sont en disparition et il y a aussi des espèces qui sont menacées de disparition. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour maintenir ces espèces-là. Il faut qu'on fasse quelque chose au niveau d'abord des politiques, pour mettre en place des politiques qui vont promouvoir la protection de l'environnement, mais la protection surtout de ces espèces-là, leur habitat et l'écosystème en général. Alors c'est très important. Alors la protection, et si ces espèces sont menacées par l'homme ou menacées par notamment la question des changements climatiques? Les deux. Parce que la question du changement climatique en soi est aussi induite par les travaux de l'homme. Alors, il y a l'homme qui utilise la biodiversité pour le développement économique, bien sûr, mais ce développement économique n'est pas durable. Alors, pour la durabilité de ce développement économique, il faut qu'il y ait la protection de cet écosystème. L'étude nous montre que si on protège la biodiversité, si on protège l'écosystème, on pourra gagner donc 55% de nos PIB provient de ces écosystèmes-là. Alors si on utilise ça de manière non durable, donc on finira par perdre et les espèces et l'écosystème et même aussi nos développements économiques qui dépendent aussi de ces biodiversités-là. Bien sûr, le congrès attire autant de monde qui viennent de par le monde. Vous avez parlé d'un millier de personnes qui sont au Rwanda. Mais s'ils sont au Rwanda, c'est que le Rwanda reste une référence pour ce qui est de la politique de l'environnement et la conservation. Est-ce que vous pouvez nous faire pour quelqu'un qui découvre le Rwanda ou qui veut comprendre aujourd'hui la politique et la place de la conservation dans votre politique de l'environnement, vous pouvez nous brosser juste un tableau de la situation actuelle? D'accord. La conservation est au cœur de la politique du Rwanda. D'abord, il y a des structures pour la protection de l'environnement. Il y a le ministère qui est là, il y a le RDB qui a ce volet-là de la conservation. Et dans toutes ces structures, il y a aussi des lois et des politiques qui promeuvent la préservation de la nature, la préservation de la biodiversité. On a des lois qui protègent nos parcs nationaux, on a des lois qui protègent aussi différents écosystèmes et différents habitats des différentes espèces. Et aussi, on a une politique qui maintenant commence aussi à créer des écosystèmes pour ces biodiversités-là. Disons par exemple comme le Nyandungu Wetland, qui est un parc écotouristique. C'est récemment inauguré. Oui, exactement. Alors ça, c'est juste dans le cadre de promouvoir la protection de la biodiversité. Il y a des espèces qui sont en train de revenir, qui n'étaient pas là avant, mais suite à la protection, maintenant, on voit le retour de pas mal de nombre des espèces, que ce soit des espèces animaux ou aussi végétales.
Et par rapport à la conservation, cela va de soi également avec la politique aussi de l'habitat. Et lorsqu'on parle de l'habitat, forcément on parle de l'homme, madame. Est-ce qu'on a vu par moment des populations sont déplacées d'un point à un autre, bien sûr avec un certain encadrement. Est-ce que la population au niveau de la base, des populations qui forcément ne suivent pas l'actualité ou les sciences, est-ce que les citoyens ordinaires comprennent votre politique ou comment faites-vous pour faire comprendre aux citoyens ordinaires ces politiques-là, ces nouvelles politiques de la protection de l'environnement et aussi la préservation des espèces? Cela se fait à travers le renforcement des capacités dans différents niveaux, mais parlant aussi des citoyens ordinaires. Parfois, on se dit que les citoyens ordinaires ne comprennent pas ce que c'est la conservation, mais c'est erroné. Les citoyens ordinaires comprennent. Ils savent ce que c'est la conservation et ils savent aussi vivre avec l'environnement et vivre avec l'écosystème du jour au jour. Parce que si vous allez, par exemple, dans un milieu rural, vous trouverez que les gens vivent en harmonie avec la nature. Si ce sont des plantes médicinales, ils n'y touchent pas. Si ce sont de la terre argileuse qui leur aide à faire, je ne sais pas quelques fonctions, ils n'y touchent pas, ils protègent. Ils savent déjà, mais néanmoins, on fait des efforts pour renforcer leurs capacités, pour leur dire ce que c'est la biodiversité et aussi l'importance de garder la biodiversité. Peut-être pour terminer, c'est un congrès qui s'étend sur 5 jours. Quels sont les grands points ou les attentes des participants, aussi bien pour le Rwanda, mais également pour les autres, au sortir de ces travaux? Les grands points surtout, c'est la collaboration. La collaboration entre les gouvernements, parce qu'ici il y a la représentation des institutions publiques, des ONG, et aussi un monde des scientifiques académiques et aussi les gens qui sont dans la technologie. Alors la première chose, c'est la collaboration. La collaboration entre ces gens-là, entre eux, mais aussi entre notre pays, le Rwanda. Et la deuxième chose, c'est de partager leurs études scientifiques. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans quel pays, dans quel endroit, qu'est-ce qu'il y a comme ce qu'ils ont trouvé dans des recherches scientifiques. Mais, les meilleures pratiques aussi. Les meilleures pratiques aussi, exactement. Mais il y a aussi un volet pour les recommandations pour les politiques. Qu'est-ce qu'ils font recommander en tant que scientifiques afin que ça puisse être communiqué aux décideurs politiques pour qu'eux aussi puissent mettre en place des politiques qui sont bien informées, qui puissent mettre en place des politiques qui préservent la biodiversité. Vous parlez des politiques, vous parlez des décideurs politiques. Est-ce que la question concerne aussi bien les privés? Parce qu'on semble laisser la part. Bien sûr, parce qu'il y a le secteur privé aussi qui est là. Il y a même des banques qui sont là. Alors, tous ces gens-là qui sont concernés par la conservation de la biodiversité. Le secteur privé, il vient dans différents cadres. Il y a ceux qui sont là dans le cadre touristique. Le tourisme se basant sur la nature, c'est le secteur privé. Il y a aussi des banques qui donnent des crédits concernant la conservation. Donc, tous ces gens-là sont aussi là. Ils sont concernés. Voilà, donc c'est la terre que nous partageons et justement l'environnement, ça nous concerne tous. La conservation, c'est une question qui doit nous concerner tous. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans notre studio. Je rappelle que vous êtes Madame Béatrice Thiza, vous êtes directrice générale en charge de l'environnement ainsi que de la question de changement climatique au ministère de l'Environnement. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous, Eddy. Voilà, tout à l'heure, après ce jingle, on entame l'actualité internationale. En Algérie, je vous le disais en titre qu'il y a maintenant des incendies causés notamment par la question des changements climatiques et on parle également d'autres sabotages. Le tout, on va le suivre dans cet élément de nos confrères de Africa News. Au moins
moins 34 personnes sont mortes et plus de 25 autres ont été blessées dans de violents incendies survenus dans le nord et l'est de l'Algérie dans la nuit de dimanche à lundi. Au total, le pays a enregistré 97 départs de feu dans 16 préfectures, mais les plus violents ont touché Béjaïa, Bouira et Jijel. Le pays fait face à une canicule intense dans ces régions. Ça a commencé à brûler vers 14 h, juste vers l'école militaire. J'ai appelé les pompiers et je leur ai dit que l'incendie avait commencé près de nous. Ils sont arrivés une demi-heure plus tard, mais entre-temps, le feu s'était vraiment propagé. L'incendie a commencé à Grouma du côté de Tabla. Il s'est propagé touchant Beni Mala pour finalement arriver à Bourbak, brûlant tout sur son passage. Certaines personnes ont tout perdu. Quant à nous, nous avons perdu notre climatiseur, nos fenêtres ont brûlé et bien d'autres choses encore. Ces feux ont été attisés par des vents très forts qui ont atteint des zones d'habitation. 1500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées selon le ministère de l'Intérieur. 10 soldats sont morts dans ces incendies, a souligné pour sa part le ministère de la Défense. 7500 agents et 350 camions ont été déployés pour lutter contre les feux qui ont ravagé les forêts, des maquis et des champs. Voilà, donc c'est même par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Mais avant de vous quitter, je m'en vais vous rappeler les grands titres de cette édition. Certains participants à la conférence internationale sur la préservation de l'environnement qui se tient à Kigali depuis quelques jours maintenant devront visiter les parcs nationaux et d'autres réserves afin de s'acquérir de l'expérience du Rwanda et de sa politique de l'environnement. Les experts dans le domaine de l'éducation et du développement estiment que les pays africains devraient encourager davantage l'éducation de la jeune fille et doter à celle-ci des compétences innovatrices pour garantir le continent un avenir radieux. Et puis en Algérie, je vous ai dit qu'au moins 34 personnes ont trouvé la mort, dont 10 militaires. Ce sont des violents incendies qui sont à la base de la perte de ces vies humaines. À toutes, à tous. Merci d'être fidèle à la télévision rwandaise. À la présentation, j'étais Idriss Abiti. Merci à toutes les équipes et au niveau de la régie. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes.